Bienvenue dans ce nouvel épisode du Urban Tech Hub podcast. Ce podcast où on interviewe, on invite une série d'entrepreneurs successful qui sont soit dans la mobilité, dans l'énergie, dans l'immobilier. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir finalement mon ami Romain Sied de Shipper. Et donc, je l'ai chassé un petit peu pour qu'il vienne. Donc, je suis trop content de l'avoir sur le grill. Bienvenue. Merci Idriss. Donc, on se connaissait d'abord en privé avant de se connaître en pro. Mais peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas, avant qu'on attaque le concret, qui es-tu? Quelles sont tes passions? Un peu de background sur toi en personne. Assez simple, donc moi je suis Romain Sied, j'ai 34 ans, tu le sais, j'ai monté une boîte qui s'appelle Shipper, dont je suis le CEO et un des cofondateurs. J'ai monté cette boîte, ça fait 6 ans et demi maintenant. On a une soixantaine de personnes qui travaillent avec nous quotidiennement. On est présent sur 3 territoires, donc on est présent en Belgique, en France et au Royaume-Uni. On est actif dans ce qu'on va appeler un segment de la tech qu'on appelle le same day delivery, ou la log tech, grosso modo. Donc en gros, l'idée c'est de... En fait, on a développé une plateforme qui permet aux entreprises de pouvoir livrer leurs produits à leurs clients le jour même. Ouais. C'est un peu, pour vulgariser, c'est un Uber-like du B2B, si je peux dire. Et donc, on a eu la chance de monter ça avec plusieurs copains et ça marche bien, donc c'est chouette, c'est rigolo. Trop bien. Tu l'as pas encore mentionné, mais donc vous avez récemment fait une levée, je pense, de 10 millions. Ouais. Et donc 60 ETP, 34 ans, il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui ont levé déjà 10 millions à 34 ans, je pense. Donc tu fais partie un peu du club restreint dans le petit marché belge. C'est quoi un peu les chiffres clés aujourd'hui de Shipper, si tu peux les partager? Vous en êtes où? Tu as parlé des différents marchés, mais... Ouais, je pense pour nous, les points les plus importants, c'est, on va dire, le nombre de gens qu'on a avec nous. D'office, les 3 villes, les 3 marchés, ça c'est l'autre élément important. Ouais. En termes de chiffre d'affaires, je veux dire qu'en tout cas au moment où on a levé, on faisait aux alentours de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires récurrent. Aujourd'hui, on continue à grandir évidemment. Ouais. C'est des milliers de livraisons par, je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est des milliers de livraisons par mois et des dizaines de milliers par an. Alors qu'au tout début, ce qui est drôle, c'est que c'est nous qui livrons nous-mêmes. Moi, j'adore le lean, donc j'ai fait tout super lean et au début, c'était nous qui livrons nous-mêmes même les premiers colis de nos clients. Ouais, j'imagine. Ouais, il faut évidemment comprendre tous les problèmes opérationnels comme ça à la base, j'imagine. C'est le seul moyen. Si tu mets pas les mains dans le cambouis, c'est compliqué, quoi. Et un des points qui m'intéresse aussi, c'est comprendre un peu ta vision du marché, du futur de ce marché dans lequel tu es, le CMD Delivery. Donc, est-ce que tu penses que dans les 10 prochaines années, il y aura 10 fois plus de CMD Delivery qu'aujourd'hui? Donc, quels sont les différents marchés que vous allez servir? Est-ce qu'il y a tout ce qui est les pharmacies, tout ce qui est... Je me souviens que tu avais aussi tous les fleuristes et tout ça, mais en fait, c'est un marché énorme que les gens ne connaissent pas forcément. Ouais, et en fait, il y a plein de verticales dans ce marché, il y a plein de sous-segments. Donc, il y a, on va dire déjà des segments on va appeler des segments avec de la livraison en ambiant, de la livraison en réfrigéré, en surgelé même. Et après, dans ces segments-là, tu as plein de verticales de marché. Tu as de l'alimentaire, du non-alimentaire, du pharma, des pièces détachées, du fleuriste, comme tu dis. Donc, c'est un marché qui est très profond. Pour répondre à ta question, est-ce qu'il y aura 10 fois plus de CMD? Je pense que les habitudes de consommation changent à cause du e-commerce. Donc, les gens veulent, en tout cas les particuliers veulent se faire livrer de plus en plus vite. Nous, ce qu'il y a, c'est que la manière dont on travaille, c'est qu'on travaille vraiment dans la structure opérationnelle des entreprises qui ont ce besoin des gens en CMD. Donc, c'est ça. Donc, je pense que, est-ce que ça va augmenter? Je pense que oui, sur certaines parts du marché. Donc, typiquement, tu es un garagiste, tu dois avoir tes pièces détachées plus rapidement parce que tu veux servir ton client plus rapidement. Donc là, oui, ça va augmenter. Si tu fais de la food, je pense qu'on cherche, nous on le voit fort au UK par exemple, tu as des tendances où forcément le marché va vraiment de plus en plus vers le healthy food, etc. etc. Les produits frais, locaux, donc tout ça, ça fait qu'il y aura aussi plus de CMD. Donc je pense que c'est un marché qui est en forte évolution. De toute façon, si tu regardes le marché du Courier Express Parcel Delivery, c'est le marché qui a la plus forte croissance sur le segment de la livraison aujourd'hui. Donc clairement, je pense que c'est un marché qui va continuer à grandir. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que c'est un peu lié à la question du futur du bureau d'une certaine manière. Et en fait, le futur des centres de production. Parce que si, donc, par exemple, Christian Grelier, qui était l'ancien VP Innovation de Big Immobilier, disait le bureau de demain, il est composé de 3 buckets. C'est Headquarter, Home Working et Remote Work. Et Dror Poleg aussi disait le problème du bureau de demain,
c'est pas le bureau, mais c'est le trajet pour aller au bureau. Évidemment. Et donc, si on arrive à un petit peu avoir une vision dans le futur sur le futur du bureau, est-ce que les centres de production seront aussi délocalisés, etc. Mais ça, c'est déjà une tendance qui est en train d'arriver maintenant. Donc, si tu regardes, en gros, forcément, toi, tu connais super bien le modèle de la Smart City, mais la Smart City, c'est cette nouvelle ville intelligente, en gros, dans laquelle, au niveau de la logistique, on veut simplifier le trafic, on ne veut pas avoir de poids lourds en ville, etc., etc. Et en gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a de plus en plus de choses du coup, qui se passent en périphérie de la ville, où tu as des entrepôts périurbains, où tu as des véhicules lourds qui vont jusqu'à ces entrepôts-là, et puis tu as des entrepôts, des véhicules légers, qui vont soit te livrer à l'intérieur de la ville, chez les clients particuliers, dans les points de vente, ou maintenant dans ce qu'on appelle un peu les micro-hubs intra-urbains. Donc ouais, clairement, ce nouveau mode de fonctionnement et la Smart City, elle intègre le fait d'avoir beaucoup plus de CMD, je pense, parce que tu vas faire t'as moins de gros entrepôts de stockage, etc., etc. Les lieux de production sont de plus en plus délocalisés pour des coûts juste du mètre carré aussi. Tu dois avoir une cuisine centrale de production typiquement en plein centre de Bruxelles ou de Paris avec des centaines de mètres carrés, ou en périphérie de ville, ça te coûte beaucoup, beaucoup moins cher. Donc ces choses-là vont changer, clairement. Un des points aussi qui m'intéresse, c'est ta vision sur le futur de la mobilité, parce que forcément, je me souviens qu'il y avait toute une réflexion sur décarboniser aussi vos moyens de mobilité et tout ça, avec un objectif impact et tout. Donc Dror Poleg, pour le citer, c'est un de mes grands favoris, c'est un auteur américain très visionnaire sur le futur des villes et tout. Et donc lui, il disait que, en fait, quand on aura généralisé l'utilisation de véhicules autonomes, peut-être dans 15-20 ans, ça arrive, c'est juste une question de rapidité. Il y aura probablement beaucoup plus de véhicules dans les villes, donc ça va créer beaucoup plus de problèmes de congestion, parce qu'il y aura des gens qui ne sont pas habitués, ou des biens même, qui ne sont pas habitués à avoir un véhicule en transport. On va peut-être envoyer son chien chez le vétérinaire, on va avoir des parcelles, des robots, qui va faire ses courses, etc. Et donc il y aura 10 fois plus de mobilité, de congestion, de véhicules sur les routes. Peut-être le temps pour aller d'un point A à un point B va faire x3, le coût va augmenter aussi peut-être, enfin on ne sait rien. Donc ma question c'est un peu, est-ce que toi tu as une vision là-dessus, est-ce que tu as une sensibilité, est-ce que tu as l'impression qu'on arrive vers un... Ouais, moi je pense qu'une grande partie du futur des villes, c'est pas dans les villes. Après, est-ce que les villes vont être plus congestionnées? Ouais, non, mais c'est marrant, mais je pense que c'est... Juste là, c'est une punchline. Le futur des villes, c'est pas dans les villes. Je pense qu'il y a une partie qui va autour de ça. Parce que de toute façon, post-Covid, tu le vois aussi, le fait de faire revenir les gens au travail, c'est très difficile. Les gens sont habitués à ça et c'est une toute nouvelle génération de workers, donc forcément, c'est pour ça qu'ils disent ça aussi, je pense. L'autre truc, c'est que si tu regardes le trafic intra-urbain, tu as la moitié du trafic, c'est du trafic de marchandises. Donc, je savais pas cette stat. c'est très très important et c'est principalement pendant les jours de semaine, quoi. Et donc en fait, si tu regardes dans les grandes métropoles, on n'a pas encore complètement ça en Belgique, mais par exemple à Londres et à Paris, pour éviter ça, les gens livrent beaucoup de nuit. Donc je pense qu'une des solutions de la décongestion, c'est aller plus vers de la livraison de nuit. Tu as un autre élément, c'est, je pense que c'est un des éléments, c'est le pain point du quick commerce, on en parlait rapido en off tantôt, mais le quick commerce, c'est beaucoup du A vers B, donc c'est du pick-up vers le destinataire final en immédiat. Et en fait, le point qui est compliqué pour eux dans le business model, c'est de générer du revenu de qualité, on va dire, pour atteindre des points de break-even. Et ça, en fait, ils peuvent l'atteindre que s'ils arrivent à minimiser leur coût logistique en mutualisant leur livraison, quoi. Donc, typiquement, nous, on va travailler beaucoup chez Shipper sur de la tournée, quoi. De la tournée de marchandises qui est ultra optimisée, des choses comme ça. Parce que ça, en fait, ça te permet d'enlever des véhicules sur la route, tu vois. Donc, c'est des très bonnes métriques, Ça... Si vous pouviez dire, grâce à cette tournée optimisée, on a enlevé 5 véhicules sur cette livraison-là, waouh, trop bien. C'est ce qu'on essaie de faire avec nos clients. Donc, nos clients, par exemple, qui ont, par exemple, au UK, on travaille avec des grands groupes où on fait même de la livraison sur tout le territoire anglais, au départ de grosses production unit centers et tout ça. Et en gros, là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leur démontre qu'en travaillant soit sur des contraintes horaires, soit sur des contraintes volumiques, soit sur de l'optimisation, en fait, on peut même diminuer leurs coûts ou les optimiser en enlevant un nombre de chauffeurs. Ce qui dit moins de chauffeurs au-delà de juste les émissions et les coûts, ça te fait aussi moins de problèmes opérationnels à gérer, etc. etc. Donc, c'est un no-brainer, ça se rembourse même automatiquement. Ouais, c'est ça. Trop bien. C'est la création de valeur. Deuxième partie, outre un peu ta vision et le marché dans lequel vous êtes, ce qui m'intéresse aussi, c'est plutôt le parcours entrepreneurial. Parce que je trouve que tu es
un excellent technicien de l'entrepreneuriat. Je trouve qu'il y a différentes catégories d'entrepreneurs. Et toi, tu es vraiment dans la catégorie, je trouve, technicien, problem solver avec plein de tips and tricks et tout ça. Donc, je t'ai parlé récemment d'un problème de cash flow que j'avais. Tu m'as sorti à facturage, refactoring et tout ça que je ne connaissais pas. Je t'ai expliqué que j'avais un problème avec le comptable. Tu m'as dit oui, mais ça, toutes les startups ont des problèmes avec les comptables. Ce qui est d'ailleurs fou, je trouve, en Belgique, à quel point Ça, c'est drôle, les startups sont mal servies en comptabilité. Je pense beaucoup les PME en général, mais ouais. Et tu es aussi fin, humble, smart et tout ça. Donc, voilà, très, très bon mindset. Maintenant, tout le monde a des high et des low dans la vie. Tout le monde a des pics, on est énergisé et tout ça. Et puis, en ce moment, on est plus down. C'est normal. Ce qui m'intéresse, c'est toi, en tant que fondateur, comment est-ce que tu arrives à rester sur le pont tout le temps? Donc, essayer d'être le plus performant possible, le plus combatif, le plus motivé. Donc, quand tu sens des doutes, ou quand tu as l'impression que tu baisses en productivité, etc., qu'est-ce que tu fais? Comment rester top Je motivé? pense que c'est des trucs différents, honnêtement. Tu vois. Donc, je pense qu'il y a les éléments de tes high and down et ta productivité, c'est pas forcément lié. Des fois, tu peux être en plein high et tu peux ne pas être très, très productif. C'est deux choses qui sont un peu différentes. Pour les trucs de high and low, de motivation, tu devrais en parler du coup avec ma compagne, que tu connais aussi. Moi, j'ai une espèce de feu sacré en moi, je pense, et j'ai jamais de low. Ouais, c'est très bizarre, mais j'ai pas de low dans le sens où je sais exactement ce qui est important pour moi, c'est que les choses aient un sens, quoi. Si j'ai pas le why, le fameux why derrière, ou que ça correspond pas à mon why à moi, alors j'ai pas la motivation de devoir le faire. Très beau mindset. Donc ça, j'ai vraiment ce truc-là. Pour moi, c'est quoi ton why? L'entrepreneuriat, c'est fort lié à toi, tes ressources, etc., etc. Ouais. Et qu'est-ce que tu cherches à accomplir dans la vie? C'est comment tu penses que tu es heureux, grosso modo. Et moi, tant que tout va dans ce sens-là, j'ai une énorme motivation, en gros. Pour ce qui est des éléments de productivité, je pense qu'il faut être tolérant avec soi-même, honnêtement. Je pense qu'on est un peu dans une société où on doit être le plus beau, le plus sportif, le plus musclé, le plus productif, le plus le plus smart. En fait, on s'en fout. On n'est pas là pour faire ça pour les autres. Il faut se sentir bien avec soi-même, quoi. Exactement. Donc, je pense que des fois, être moins productif, des fois être plus productif, ça fait partie de la vie et c'est fine, quoi, entre guillemets. Ce qui compte, c'est juste que à la fin, tu comprennes pourquoi en fait, tu as des périodes de haute productivité, des périodes de moins haute productivité. Moi, j'ai adopté des trucs qui sont simples, mais le sommeil, c'est hyper basique. 8 heures, 7 heures? Ouais, moi je dors genre de 22 à 6h30 tous les matins. Très bien. Je mange de manière saine, matin, midi et soir. Je fais pas d'excès, honnêtement. Pas parce que je suis beaucoup sorti et tout, et beaucoup fait la fête quand j'étais jeune. Aujourd'hui, j'en fais beaucoup moins juste parce que c'est pas quelque chose qui me drive, c'est beaucoup moins quelque chose qui m'intéresse. Waste of time. Et c'est pas dans ça que je puise mon énergie. Je pense qu'il faut comprendre aussi, en tant que personne, c'est quoi les éléments dans lesquels tu puises de l'énergie. Moi, je puise de l'énergie à être avec mes amis, avec mes enfants, avec ma famille, mes proches, ma compagne. Même dans des moments simples, mais c'est ça, moi, qui me donne mon énergie et qui me donne mon drive pour après, quoi. Donc, voilà. Très clair. La gestion de l'énergie, c'est en fait le sujet sous-jacent. Hein. C'est comment est-ce qu'on peut bien gérer son énergie. Ouais, d'office. Franchement, quand on avait 25 ans et que les gens nous parlaient d'énergie, on disait mais c'est quoi ce gourou qui fait la spiritualité? En fait, non, on se rend compte que l'énergie, tu la perds aussi au fur et à mesure que tu évolues, quoi. Enfin, les personnes plus âgées ont moins d'énergie que les personnes plus jeunes. Ouais, je pense que pour moi, c'est pas une question forcément d'énergie. Moi, avec ma compagne, on dit tout le temps ce qui te garde en vie, c'est le fait d'avoir des projets, quoi. Que ce soit en couple, dans ta vie pro, peu importe, c'est le fait de toujours avoir des nouveaux projets, toujours avoir des choses que tu as envie de faire, de réaliser, etc., etc. Et en fait, le moment où, soit en couple, entre guillemets, tu te fais chier, soit dans ta vie pro, ça va plus, c'est quand tu n'as plus de vision, ou tu n'as plus de projet, ou de choses que tu as envie d'atteindre. Plus de substance, plus de purpose. Et si tu regardes beaucoup des personnes âgées qui, du coup, ont plus d'énergie, en fait, souvent, c'est parce qu'elles ont fini leur bucket list ou qu'elles n'ont plus l'énergie ou plus la volonté de vouloir la réaliser parce que c'est plus un rêve. Ouais. Et je pense que le fait d'avoir des projets, c'est le truc vraiment qui te garde en vie, quoi. Ouais. Je suis d'accord avec toi, inspirant. J'aimerais qu'on parle aussi peut-être de résilience, et donc de comment est-ce qu'on traverse les épreuves de la vie, privée, professionnelle, peu importe. J'ai l'impression qu'il y a peut-être, si je suis hyper simpliste et même provocateur volontairement, pour un peu comprendre ton mindset, qui est très intéressant, je trouve. À travers toutes les difficultés de la vie, de manière générale, j'ai l'impression qu'on peut avoir différentes approches. On peut soit
essayer d'être dans la combativité et donc avoir une approche plutôt agressive, plutôt ok, on va les réduire en néant ou j'en sais rien, on va traverser ça, on n'accepte pas et tout ça, ce qui peut marcher, ce qui peut aussi ne pas marcher et ça peut aussi avoir un coût parfois, c'est qu'on devient une personne négative, etc. Ou bien alors on peut avoir une autre approche qui est peut-être celle de accepter et lâcher prise, etc. Tu vois, en se disant ok, c'est pas important, je mets pas mon énergie là-dedans, moi je move on, tu vois. Ou peut-être qu'il y a même une troisième étape, c'est le déni. Se dire non, je vois pas les difficultés, je me concentre que sur le positif. Et donc je fais abstraction. Et donc question plutôt philosophique entre guillemets, ou en tout cas très high level. Mais toi, comment tu vois les choses de manière générale est-ce qu'il y a une méthode que tu as est-ce que tu as toujours une approche face aux épreuves? Moi j'ai une méthode qui est assez simple, que moi j'utilise beaucoup sur moi. Moi, la première question que je me pose, c'est juste est-ce que je peux avoir un impact ou pas sur la chose qui se passe. Si je peux avoir un impact, je me prends la tête. Ouais. Si je ne peux pas avoir d'impact, ça sert à rien, c'est du bruit. Ouais. Je sais rien faire dessus. Je fais pas l'autruche, je l'ai vu. Juste, je sais rien faire. Donc, ça sert à rien que je mette de l'énergie négative dessus. Ouais. Moi, je crois beaucoup dans la loi de l'attraction et les choses comme ça. Donc, le fait que ce soit sur les éléments positifs ou négatifs. Donc, c'est pour ça que je pense que j'ai un mindset de quelqu'un très positif. Parce que je pense que tu attires les choses à toi. Et donc, forcément, au plus tu as un mindset positif, au plus tu attires des choses positives à toi. Ouais. Et pour la question de la résilience, je pense que c'est impossible d'être entrepreneur si tu n'es pas résilient. La résilience, pour moi, c'est la qualité de base d'un entrepreneur. Parce que toi, tu aies des highs and lows, peu importe, ton business va en avoir. Et si tu n'es pas résilient et que tu n'as pas envie de chaque fois y aller, remettre l'énergie, combattre le truc et avancer, c'est pas possible, quoi. Donc, c'est un peu cette grande phrase de dire donne-moi le courage de changer les choses qui peuvent être changées et la sagesse d'accepter ce qui ne peut pas être changé. Ou bien alors donne-moi le vin pour accepter ce qui ne peut pas être changé. Mais, ça marche moins bien, ça. Et cette question de la résilience, un mentor à moi m'avait déjà dit qu'il y a qu'un tout petit pas entre la résilience et l'entêtement ou l'acharnement. Et donc c'est toujours la question de savoir, ok, parce qu'être résilient jusqu'au bout, peut-être en fait, c'est qu'on n'a pas eu la lumière d'arrêter avant. Et donc tu as Steven Bartlett, super podcasteur qui est Diary of a CEO, que tu écoutes certainement ou que tu as peut-être déjà découvert, qui explique que tu as toute une grille de view de savoir quand il faut arrêter, quoi. Ouais, je pense que de toute façon, dans ta vie d'entrepreneur, ou enfin, selon ça de ta boîte, tu as aussi je pense que tu dois t'entourer de gens qui sont là aussi pour te sortir la tête du guidon, quoi. Donc, je pense que moi, dans mon mindset, débrancher la prise, c'est pas quelque chose dont j'ai peur. Je pense que si tu peux pas lancer un business, si t'es pas conscient de ça et que t'es pas prêt à l'accepter, quoi. Parce on raconte que les belles histoires, mais on raconte que c'est là parce qu'elles sont genre uniques et qu'il n'y en a pas beaucoup. Sinon, on passerait son temps à raconter plein de use cases dans tous les sens. Donc en gros, je pense qu'il faut être conscient du fait que débrancher la prise, c'est un truc qui peut arriver à n'importe quel moment. Je pense que c'est un point qui est très important, c'est que quand tu es entrepreneur, tu es quelqu'un qui est beaucoup seul. Je crois que c'est quelque chose par contre dont on ne parle pas beaucoup. Et je pense que le point qui est important, c'est qu'il faut t'entourer, soit d'autres gens qui sont entrepreneurs, parce que toutes les boîtes sont les mêmes, on a toutes les mêmes galères et tout. C'est pour ça que tu disais tantôt que j'étais un technicien un peu de l'entrepreneuriat. Mais parce que pour moi, toutes les boîtes sont les mêmes. On doit vendre plus, opérer mieux. On a tous des problèmes de liquidité, cash flow. Enfin, c'est tous la même chose. Je ne sais plus pourquoi je disais ça. Je me suis perdu sur la fin. Mais la question de la résilience et puis de quand il faut arrêter, etc. Ah ouais. Et du coup, en gros, quand je disais qu'il fallait s'entourer, et en gros, pour moi, c'est pour ça que tu dois avoir des entrepreneurs autour de toi qui sont des gens, on va dire, qui deviennent des amis. Et puis après, tu dois avoir des mentors qui sont des gens qui ont beaucoup plus d'expérience que toi, qui vont te permettre de grandir plus vite que ta boîte, parce que c'est ça le challenge que tu as, c'est que tu dois grandir plus vite qu'elle pour pouvoir bien l'appréhender, et qui ont du coup cette expérience de pouvoir te guider. Et puis tu as des éléments de gouvernance, on en parle aussi rapidement tantôt en off, sur le board, qui sont vraiment pour moi des instances qui te permettent de sortir la tête du guidon, de te rendre compte, parce que des fois tu es dans ton day-to-day opérationnel, et tu avances. Et je pense pas forcément que c'est de l'obstination, mais je pense que c'est juste que parfois tu es tellement dedans que c'est difficile de sortir et de zoom out. Et il faut s'entourer de choses ou de gens qui peuvent te zoom out, quoi. C'est très important ce que tu viens de dire sur le fait de grandir plus vite que sa boîte. Et tu m'avais déjà une fois dit que selon toi, il y a des paliers dans l'entrepreneuriat.
et que donc tu as des degrés de difficulté et que tu ne dois pas tout connaître au début. Non, d'office que non. Tu dois juste connaître ce qui est assez essentiel pour arriver à la prochaine étape. Ouais. Et donc, ce qui m'amène à un des points dont je voulais parler, c'est justement ta levée, ta dernière levée là, de 10 millions. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment ça s'est passé. Est-ce que ça a été challengeant? Est-ce qu'il y a eu des bonnes et des mauvaises surprises? Et aussi, j'ai envie qu'on me parle du mindset qu'il faut pour closer 10 millions. Bon, quand tu as déjà 5 millions de revenus, c'est évidemment plus facile que si tu es beaucoup plus early stage. Enfin, tu as déjà une preuve de l'attraction, etc. Donc, c'est une autre catégorie. Mais il faut quand même, je pense, avoir beaucoup de conviction. Donc, explique-moi un petit peu comment ça s'est passé, cette levée. Je pense qu'une levée de fonds, dans tous les cas, peu importe le montant, c'est ultra challenging. Et je pense que le montant, c'est pas quelque chose de très important en soi. Le montant, c'est juste l'outil que tu as besoin pour réaliser ton projet, quoi. Ouais. Mais c'est aussi dur, entre guillemets, de lever tes 100 premiers 1000 que tes 10 millions. C'est juste que tu dois avoir prouvé des choses qui sont différentes. Donc, je pense que le mindset, on dit déjà que le métier de vendeur, c'est difficile. Je pense que quand tu es CEO ou co-founder et que tu es en train de faire une levée, c'est la vente de l'extrême. Parce qu'on n'achète pas plus que ton produit. Je pense que les investisseurs, ils achètent beaucoup l'équipe, encore pendant très très longtemps, même sur des montants comme 10 millions. Et donc, c'est comment, dans un laps de temps très court, sur des interactions très courtes, tu arrives justement à créer de la valeur, à faire que les gens croient dans ta vision et dans ce que tu as envie d'accomplir. Donc ça, je pense que c'est un vrai challenge. Je pense qu'il faut être très, très résilient dans une levée de fonds. Parce qu'encore une fois, après, on est en mode « Ouais, génial, ils ont levé 10 millions. » Ouais, mais personne ne se dit qu'en fait, pour arriver à lever 10 millions, tu fais vraiment comme un pipeline de vente, quoi. Donc, tu as ton pipeline, ton CRM, tu as ta colonne avec tous tes fonds que tu as identifiés comme pouvant être des prospects potentiels, entre guillemets, qui sont dans la bonne hypothèse, dans la bonne thèse d'investissement, qui sont sur les montants que tu cherches, les locations, tout ça que tu cherches, les marchés que tu cherches, tu les contactes. Et puis de ça, tu as plein de churn, tu as quelques personnes qui vont te répondre. Moi, je pense que j'ai fait quand même presque 30 first calls avec des VC à travers l'Europe, ce qui est pour combien à la fin? Énorme. Et à la fin, je crois qu'il y a 4 ou 5. 4 ou 5 et c'est énorme quand tu y penses. 4 ou 5 sur 30. C'est un beau rate. C'est une belle conversion. Mais donc, je pense que c'est un process qui est super dur. Il faut être super résilient parce qu'en fait, c'est comme en vente. Toi, tu prépares ton case, tu y crois à fond, tu te donnes à fond, mais la majorité des choses que tu vas avoir comme réponse, des retours, c'est un non. Et c'est pas un non forcément parce que les gens veulent pas ou qu'ils sont pas intéressés. C'est parce que parfois, ils ont un autre dossier qui est juste un peu plus mature que le tien, parce que parfois ils ont un autre dossier qui est un petit peu plus dans la thèse d'investissement. Peut-être que c'est pas le bon moment dans la vie du fonds. Et toutes ces choses-là, c'est des choses que tu vas avoir très peu de retours. Toi, tu te prends juste des noms. Donc je pense qu'il faut être super résilient, il faut être super patient. C'est un jeu de stratégie aussi, dans lequel il faut dévoiler ses pions au bon moment. Faut pouvoir très fort se reposer sur son équipe, parce que quand tu es en levée de fonds, on va dire que tu n'es plus que là à mi-temps, peut-être sur ta boîte. 50% du temps exécution, 50% levée de fonds. Exact. Donc, faut que tu puisses te reposer sur ta team, qu'elle soit assez forte que pour pouvoir aussi continuer la progression de la boîte. Parce que les fonds, une levée, ça dure longtemps. Donc, en gros, les fonds, ils te demandent des updates sur tes chiffres. Et si tes chiffres, ils ne vont pas avec le plan que tu es en train de mettre en place, tu les perds. Donc, c'est un processus long, mais je pense que c'est un processus dans lequel tu apprends beaucoup et c'est le process qui te permet, je pense, le plus rapidement de franchir des étapes en tant qu'entrepreneur. En tout cas, pour moi, je vois vraiment avant, après au niveau du professionnalisme de la boîte. Et je pense que c'est juste parce que le point, c'est que toutes les levées sont difficiles, mais au plus tu lèves de l'argent sur des montants importants, au plus ce qu'on attend de toi est précis. Et donc, tu es obligé de devenir très précis, très chirurgical dans les informations, dans la manière de les présenter et tout ça. Et c'est sur ça que ça te fait très fort grandir, je pense. Ouais, c'est ça, tu te professionnalises. Ouais, exact. Très clair. Donc, ça fait environ 6 ans. C'est le début de cette aventure. Si tu regardes derrière ton épaule, les 6 ans parcourus, est-ce qu'il y a… C'est quoi les moments les plus difficiles que tu as eus? Ou les plus douloureux? Ou les moments où peut-être que tu es le plus fier d'avoir accompli? Les moments où tu as eu le doute le plus intense? Est-ce qu'il y a des moments où tu as failli raccrocher les gants? Enfin, tu vois. Donc moi, il n'y a aucun moment où je me suis dit c'est fini. Parce que je voyais qu'on continuait à grandir, qu'on était dans la bonne direction, tout ça. Donc pour moi, il n'y avait pas les signaux qui montraient que c'était fini. Je pense qu'il y a des moments où tu as des très gros moments de tension de cash sur ta boîte, où tu te dis merde, je dois payer tous les salaires
Moi, je me souviens une fois, c'était un été, j'étais en vacances, j'étais en Guadeloupe. Il me manquait 40 000 euros pour payer la fin de tout mon payroll le mois d'après. Et j'avais une levée qui devait se closer 3 mois après. Donc là, c'est un moment qui est très dur et tu dis, OK, comment est-ce que je fais? Parce que toi, entre-temps, ce que tu as fait, c'est que pour rallonger ton runway, tu t'es pas payé pendant 3-4 mois Exact. déjà. Et du coup, ça, je pense, c'est un moment qui est haut en intensité sur le stress et où au final, après, je pense qu'il faut avoir un peu de culot aussi, tu vois. Moi, à ce moment-là, je me souviens, j'avais appelé un des investisseurs qui est rentré à la nouvelle levée et je lui ai dit, écoute, si tu y crois, faut que tu m'aides, quoi. Ouais. Et il m'a aidé et il est toujours avec nous aujourd'hui et il a participé à tous les tours qu'on a fait. Ouais, très bien. Donc, je pense, ça, c'était un moment qui était difficile. Je pense qu'un vrai moment difficile aussi, c'est, moi, j'ai dû faire une fois un cut dans mon équipe aussi pour diminuer le cash burn de ma boîte, pour augmenter mon runway et pas mettre mon équipe restante en risque. Donc ça, c'est des moments qui sont très durs parce que la dernière chose que tu as envie de faire en tant qu'entrepreneur, c'est de couper les gens qui constituent ton équipe. Ce que je dis tout le temps aux gens quand je fais des interviews, c'est moi, j'ai le meilleur rôle dans la boîte. Je dois engager que des gens qui sont meilleurs que moi et je peux choisir tous les gens avec qui je travaille. Ouais, mais tu te focalises aussi sur que des problèmes. Parce que tu vas éteindre un Ouais. feu là, puis un feu là, puis un feu là, puis un Mais feu ça, là. c'est drôle au final, tu vois. Ouais. Ah, t'aurais pu être pompier. T'aurais dû être pompier. Peut-être. J'ai pas les conditions physiques pour ça. All right. Et alors, peut-être dernière question avant qu'on refile à nos activités respectives. J'aimerais comprendre un petit peu ta vision sur les valeurs. Et c'est pas une question abstraite et personnelle et de psychologie, etc. C'est plutôt comprendre à quel point les valeurs sont importantes pour définir les décisions qu'on prend opérationnellement. Quand tu es sous pression et que tu dois prendre une décision difficile, est-ce qu'il y a des valeurs qui peuvent absolument pas, qui vont te servir de grid view, tu vois, Ouais, d'office. et quelles sont-elles et est-ce qu'elles peuvent évoluer? C'est quoi ta vision de l'importance des valeurs dans ton comportement daily? Moi, je pense que ce qui est compliqué dans la vie d'entrepreneur, c'est ce que je disais à mon équipe l'autre jour, c'est que des fois, tu dois faire des choses que tu ne veux pas faire. Et il y a une différence entre devoir faire quelque chose et vouloir le faire. Et les choses que tu dois faire, tu ne le fais pas pour toi, tu le fais pour la boîte, quoi. Mais ces choses-là, si elles ne sont pas en adéquation avec tes valeurs, en fait, tu ne les portes pas et tu les own pas. Et en fait, si tu les own pas, il n'y a aucune chance pour que ça marche. Et donc, moi, un point qui est important pour moi, c'est que toutes les choses que je fais, je dois les own. Et si je les own pas et que j'y crois pas, moi, il n'y a aucune chance que ça… C'est peut-être autant de dire ça, mais je pense qu'il n'y a aucune chose que ça se réalise dans ma boîte. Parce que je ne vais pas driver la vision, je n'aurai pas le même niveau d'énergie, d'impact, etc., etc. Donc je pense qu'il faut être tu dois tout le temps être aligné avec tes valeurs. Moi, dans mes trucs qui sont super importants pour moi, c'est il faut être ultra transparent avec tes équipes. Dans le moment qui est bien et dans le moment qui n'est pas bien. Gérer une boîte quand ça va bien, super simple. Gérer une boîte quand la boîte elle a des downs, c'est beaucoup plus compliqué. C'est dans ce moment-là qu'il faut être transparent, il faut expliquer les choses proprement à ton équipe. Tout ce qui est en lien avec ton éthique de travail, moi j'ai des choses où je suis juste en mode c'est no-go, tu vois. Il faut que ça reste dans mon cadre d'éthique. Ouais, et toutes les choses entre guillemets que j'aimerais pas qu'on me fasse. Enfin, je sais pas comment dire, ça peut pas être un peu naïf, quoi, tu vois. Mais common sense, bienveillance. Ouais, c'est ça. Et je pense que si tu fais ce cocktail-là, c'est assez facile, quoi. Je pense que le moment où en fait tu commences à sortir de tes valeurs, c'est le moment où ça devient plus ta boîte, quoi. Ouais, mais peut-être que parfois, il peut arriver que dans le jus, dans la pression, tu te rends pas compte que tu t'éloignes de tes valeurs. Ça peut arriver que… Tu sais, il y a un podcast super intéressant, toujours Steven Bartlett, qui disait « Il faut comprendre que le cerveau, ça s'atrophie. C'est-à-dire que c'est comme quand tu parles une langue, si tu arrêtes de la parler, tu l'oublies, quoi. Ouais. Et donc, il y a plein de signaux internes dans le cerveau, donc… qui, si tu ne les écoutes plus, à un moment s'atrophie. Donc ta petite voix interne qui te dit ça c'est une bonne décision, ça c'est tes valeurs, ça c'est ton instinct, etc. Si tu l'écoutes plus, ça s'atrophie. Et en fait, aujourd'hui,
on est tellement stimulé, il parlait de idiotic efficiency, on est tellement stimulé, donc c'est un psychologue qui est super connu, j'ai oublié le nom, mais qui disait voilà, moi j'étais rythmé comme une pendule, donc sous la douche j'écoutais un podcast, ensuite je conduisais, j'avais mes appels, et puis chaque minute était régulée comme ça, et je me suis rendu compte que du coup c'était idiotic efficiency, mais que du coup j'écoutais plus mes signaux internes. Et donc petit à petit il expliquait je me suis perdu, je me suis éloigné de moi-même, etc., etc., et il se souvenait plus c'était quoi ses valeurs. Ouais. Donc Après, c'est je pense hyper que tu important, vois, ça. moi j'ai une chance, c'est que mon associé SEO, c'est aussi ma compagne. On est ensemble depuis qu'on a 15 ans. On Deux parle- enfants, on a 2 enfants, une maison plus que en construction. mariés, Voilà, total, voilà, quoi. c'est la même chose, quoi, tu vois. Donc en gros, je pense qu'on est fort là aussi pour pouvoir discuter de ces éléments-là, quoi, tu vois, et pouvoir se faire des piqûres de rappel quand on n'est pas aligné, tu vois, Ouais. ou qu'on sort de la personne qu'on est, tu Ouais. vois. Je pense qu'il faut, tu Très vois, quand j'avais dû faire ce fameux cut, je me souviens, genre, j'ai demandé un conseil à mes board members, tu vois. Je leur ai dit, ouais, est-ce que vous avez un avis pour moi pour que ça se passe bien, entre guillemets, même si tu sais qu'il n'y a aucune bonne façon que ça se passe, tu essaies quand même de faire pour le mieux. Ouais. Et il m'avait dit, be yourself. Tu vois, ça peut paraître bête, hein, tu vois, Ouais. mais au final, ça te ramène du coup à toi, quoi. Genre là, Ouais. enfin, donc, Authenticité, je pense etc. qu'il faut revenir sur ces valeurs-là, ouais. Top. Voilà. Génial, mon cher. Bon, c'était un plaisir, Merci, Idriss. comme d'habitude. À À bientôt. bientôt.